Je me souviens d'un ami à moi. 3 mois après sa séparation, je suis allé chez lui. Pas de cris, pas de tension dans l'air, pas de porte qui claque, juste du silence. Un silence presque étrange, comme si l'appartement respirait enfin. Il m'a regardé et il m'a dit une phrase très simple. « Je ne suis pas heureux, mais je suis tranquille. » Et c'est là que beaucoup se trompent. On pense que les pères séparés évitent les relations parce qu'ils ont peur. Peur de souffrir, peur de s'engager, peur de l'échec. Mais souvent, ce n'est pas de la peur, c'est une association mentale. Pendant des années, relation a voulu dire discussions interminables, reproches répétés, pression financière, tensions quotidiennes, disputes devant les enfants. Le cerveau enregistre ça. Il crée un raccourci très simple. Relation égale fatigue, relation égale conflit, relation égale perte d'énergie. Alors quand la séparation arrive, même si elle fait mal, même si elle casse quelque chose. Il y a aussi une chose inattendue, le calme. Un calme presque coupable, un calme qu'on n'ose pas avouer. Mon ami me disait qu'il dormait mieux, qu'il réfléchissait mieux, qu'il avait l'impression de récupérer de l'espace mental. Pas parce qu'il ne l'aimait plus, mais parce qu'il n'était plus en tension permanente. Et quand on goûte à ce calme, on devient prudent, très prudent. Si ce que je viens de décrire te semble familier, si tu as déjà vu ce changement chez un homme autour de toi, tu peux t'abonner à notre chaîne Mentalité cachée. Ce genre de discussion mérite d'exister sans cri, sans caricature. Et un simple like aide ce type d'analyse à continuer. Parce qu'il y a une vérité inconfortable ici. Ce que certains appellent « peur de se remettre en couple » ressemble parfois davantage à un instinct de survie émotionnelle. Quand on a passé des années à fonctionner sous pression, le système nerveux ne cherche pas l'intensité. Il cherche la stabilité. Et la stabilité, après une séparation, elle ne vient pas d'une nouvelle histoire. Elle vient du silence. Alors la question devient plus profonde. Est-ce qu'il ne veut plus aimer ? Ou est-ce qu'il ne veut plus revivre ce qu'il a déjà traversé ? Et ça, c'est très différent. Il y a une chose dont on parle très peu, la fatigue. Pas la fatigue physique, la fatigue mentale. Un cousin à moi élève ses 2 enfants 1 semaine sur 2. Il travaille toute la journée. Il paie une pension. Il organise les trajets. Il gère les devoirs. Il fait semblant d'aller bien. Et le dimanche soir, quand les enfants repartent chez leur mère, il s'assoit sur son canapé. Il ne pleure pas. Il ne sort pas. Il ne cherche personne. Il reste là, vide. Beaucoup imaginent que la semaine sans enfants est une semaine de liberté. En réalité, c'est souvent une semaine de récupération. Récupération financière, récupération émotionnelle, récupération mentale. Parce qu'un père séparé ne vit pas une seule vie, il en vit 2. Une vie où il doit être solide, stable, rassurant, et une autre où il doit tenir seul. Ce double rythme use. Et quand quelqu'un lui parle de reconstruire une relation, il ne pense pas au dîner romantique. Il pense « Est-ce que j'ai encore l'énergie pour ça ?» C'est là que le mécanisme psychologique devient intéressant. Après une séparation, beaucoup d'hommes entrent dans ce qu'on pourrait appeler un mode de survie organisé. Tout est structuré, optimisé, contrôlé, pas par obsession, mais parce que le moindre déséquilibre peut faire tomber tout l'édifice. Une nouvelle relation, ce n'est pas seulement une présence, c'est du temps, des discussions, des attentes, des ajustements, et quand on est déjà à 80% de sa capacité mentale, le 20% restant devient précieux. Un collègue me disait un jour « Je ne suis pas fermé à l'amour, je suis fatigué ». C'est différent. On confond souvent indisponibilité émotionnelle et surcharge. Mais parfois, ce n'est pas le cœur qui est fermé. C'est le calendrier, le compte bancaire, le système nerveux. Et la question devient plus concrète. Comment créer de l'intimité quand on fonctionne déjà en mode gestion de crise silencieuse? C'est ici que beaucoup décrochent, pas par cynisme, pas par amertume, mais par saturation. Et cette fatigue invisible, elle change profondément la façon dont un père séparé perçoit l'idée même d'une nouvelle relation.
Il y a une autre chose que j'ai observée. Avec le temps, certains pères séparés ne deviennent pas amers. Ils deviennent stratégiques. Un collègue à moi, divorcé depuis 5 ans, m'a confié un jour qu'il ne tombait plus amoureux. Il analyse, il écoute les mots, il observe les réactions, il repère les incohérences. Il me disait « Je ne veux plus me tromper ». Ce n'est pas du cynisme, c'est de l'hypervigilance. Quand on a vécu une séparation douloureuse, le cerveau cherche des schémas. Il compare. Cette phrase, je l'ai déjà entendue. Cette dynamique, je la connais. Cette tension, je l'ai vécue. Et très vite, la prudence s'installe. Au début, elle protège. Elle évite les décisions impulsives. Elle empêche de s'emballer. Mais progressivement, elle peut devenir un filtre permanent. Chaque nouvelle rencontre passe par un scanner invisible. Est-ce qu'elle sera stable? Est-ce qu'elle comprendra mes enfants? Est-ce qu'elle supportera mon rythme? Est-ce qu'on finira comme la dernière fois? Ce mécanisme est humain. Le cerveau déteste l'incertitude. Il préfère éviter une douleur connue que risquer une douleur inconnue. Alors, il crée un raccourci. Si ça s'est terminé comme ça une fois, ça peut recommencer. Et plus l'homme avance en âge, plus le calcul devient rationnel. À 25 ans, on se dit « on verra bien ». À 40 ans, on se dit « je n'ai plus le temps pour une erreur majeure ». Ce n'est pas une fermeture totale, c'est une gestion du risque. Sauf que l'amour, lui, ne fonctionne pas comme un contrat d'assurance. Il implique une part d'incertitude, et c'est là que la tension apparaît. À quel moment la prudence devient-elle un mur? À quel moment la lucidité se transforme-t-elle en évitement? Parce qu'à force de vouloir éviter de revivre la même histoire, certains finissent par ne plus en commencer aucune. Et ça, souvent, ils ne le disent pas. Ils disent simplement « je suis bien comme ça ». Mais derrière cette phrase, il y a parfois une mémoire très précise de ce qu'ils ne veulent plus revivre. Il y a un moment que peu de gens voient. Ce moment où un père séparé ne pense plus à lui en premier. Il pense à ses enfants. Je me souviens d'une discussion tard le soir avec un homme que j'ai accompagné pendant un temps. Il avait refait sa vie pendant quelques mois. Une relation stable, douce, mais il a arrêté. Pas parce qu'il ne l'aimait pas, parce qu'il a vu un changement chez sa fille. Plus silencieuse, plus collée à lui, plus inquiète. Il m'a dit « Je ne veux plus que mes choix sentimentaux créent de l'instabilité pour elle ». Cette phrase, elle résume beaucoup. Après une séparation, certains pères développent un besoin de réparation. Ils ont l'impression d'avoir déjà cassé quelque chose. Même si la séparation était inévitable. Même si elle était nécessaire. Il reste une culpabilité diffuse. Alors ils compensent. Présence renforcée. Rigueur. Disponibilité maximale. Et dans cette logique, introduire une nouvelle personne devient un risque. Pas seulement pour eux. Pour l'équilibre fragile de leurs enfants. Une nouvelle relation, ce n'est pas qu'un couple, c'est une nouvelle dynamique familiale, de nouvelles règles, de nouveaux ajustements. Et beaucoup se disent intérieurement, pourquoi prendre ce risque si, pour l'instant, tout tient à peu près debout? Certains vont même plus loin. Ils posent une règle implicite, je ne présenterai personne tant que mes enfants ne seront pas grands. Ce qui, parfois, veut dire 10 ans. Ce n'est pas forcément un renoncement à l'amour, c'est une hiérarchisation. L'enfant d'abord, le reste après. Mais il y a une question que peu osent se poser. Est-ce que c'est uniquement de la protection? Ou est-ce aussi une manière socialement acceptable d'éviter de se réengager? Parce que dire « je ne veux plus prendre de risques pour moi » est plus difficile que dire « je pense d'abord à mes enfants ». Et souvent, les deux coexistent. Un mélange de responsabilité sincère et de prudence personnelle. Et cette zone grise, elle explique pourquoi certains pères séparés peuvent paraître ouverts, mais ne franchissent jamais vraiment le pas. Avec les années, le discours devient plus simple. Je suis bien seul. Je n'ai besoin de personne. L'amour, c'est compliqué, mais quand on gratte un peu, ce n'est pas toujours du rejet, c'est souvent une redéfinition. Je pense à un homme que je connais depuis longtemps, divorcé à 38 ans. Aujourd'hui, il en a 48. Il ne s'est jamais remis officiellement en couple,
Pas parce qu'il n'a rencontré personne, mais parce qu'il m'a dit un jour « Je ne cherche plus à être aimé, je cherche à être en paix ». Cette phrase est lourde, elle montre quelque chose de profond. Après une séparation marquante, l'identité change. Avant, il était mari, partenaire, projet à deux. Après, il devient père séparé, responsable solo, homme prudent. Il apprend à vivre autrement, il découvre qu'il peut fonctionner seul, qu'il peut décider sans négocier, qu'il peut respirer sans tension. Et cette autonomie devient précieuse, très précieuse. Alors oui, il peut y avoir de la résignation chez certains, un léger désenchantement, une croyance plus faible dans les promesses, mais chez d'autres, c'est simplement une évolution. Ils ne rejettent pas l'amour. Ils rejettent la version de l'amour qui les a épuisés. Ils ne disent pas « je ne crois plus en rien ». Ils pensent plutôt « je ne veux plus payer ce prix-là ». Et c'est là que tout se joue. Ont-ils renoncé ? Ou ont-ils simplement changé de définition ? Peut-être que pour certains, se remettre en couple ne signifie plus fusion, ni projet commun total, ni engagement à tout prix. Peut-être que ça signifie rythme plus lent, moins d'attente, moins de pression. Ou peut-être que, pour une période de leur vie, la solitude est un choix conscient, pas une fuite. Si ce que tu as entendu aujourd'hui te parle, si tu reconnais ces mécanismes chez toi ou autour de toi, prends un moment. Pas pour répondre tout de suite, pas pour te positionner, mais pour te demander, est-ce que c'est la peur qui décide ou l'expérience ? Tu peux partager ton point de vue en commentaire. Ces discussions existent parce que certains osent mettre des mots sur des réalités silencieuses. Et parfois, simplement comprendre un mécanisme change déjà la manière dont on le vit. Peut-être que cette vidéo ne donne pas de réponse définitive, mais peut-être qu'elle met des mots sur quelque chose que beaucoup vivent en silence. Si tu es concerné, ou si tu observes ça chez quelqu'un autour de toi, ne te précipite pas pour juger. Prends juste un instant pour réfléchir à ta propre définition de l'amour aujourd'hui, et si ce type de réflexion posée, sans cri ni caricature, te parle, tu peux t'abonner à la chaîne. Pas pour consommer plus vite, mais pour continuer à comprendre plus profondément. On se retrouve dans la prochaine vidéo.